Les rencontres d'Edonia Radio. Dans les rencontres d'Edonia, nous recevons aujourd'hui le musicien, chanteur, auteur, compositeur, producteur, et j'en passe, Yarol Poupeau. Bonjour. Bonjour. Bon, on m'a pas détaillé tout votre CV parce que je pense que on est là demain matin. Vous êtes un artiste on ne peut plus complet. Bon, complet, je sais pas, est-ce qu'on est complet un jour, mais en tout cas, oui, j'essaie de... Comment dire, je suis curieux, j'ai un peu un genre de touche à tout. Boulimique un peu de musique? Non, c'est pas... Enfin, boulimique, dans quelle mesure? Non, parce que la boulimie, c'est quand même plutôt quelque chose qui est un peu une maladie, hein, on va dire. Ouais, alors, bon, dans le sens moins la boulimie, on a tendance à aller se faire vomir après. Moi, oui. Non, non, pas boulimique. Je digère plutôt assez bien à ce niveau-là. Non, écoutez, c'est juste que j'ai la chance inouïe de faire un métier qui est ma passion, qui est le métier que j'avais envie de faire quand j'étais enfant, ce qui n'est pas donné à tout le monde, ce qui est vraiment une chance dans la vie, donc j'en profite, on va dire. Donc vous êtes multi-instrumentiste? Multi-instrumentiste, encore une fois, c'est un grand mot. Je suis guitariste avant tout. Il se trouve que je joue un petit peu de batterie parce que j'ai appris quand j'étais môme un peu à jouer de la batterie. Je joue de la basse, je pianote 3 notes, mais non, s'il vous plaît, donnez-moi un violon ou un saxophone et vous vous rendrez compte que je suis pas du tout multi-instrumentiste. Et vous jouez donc dans plusieurs groupes, FFF, Black Minou, oui. Vous avez accompagné des grands artistes comme Johnny, Ouais. plus récemment c'est le seul, les que j'ai Dutronc. accompagné. Les Dutronc. Ah oui, les Dutronc, oui, c'est vrai. Ça, ça n'a pas été long, mais oui, c'était une expérience démente aussi. Alors justement, comment vous avez rencontré, vous qui vivez de votre passion, comment vous avez rencontré la musique? À partir de quel âge? Moi, j'ai grandi déjà dans un environnement où il y avait pas mal de musique. Notre mère, qui nous a élevés, mon frère Melville et moi, avait des copains musiciens. Elle-même, elle écoutait beaucoup de musique à la maison. Donc, on a été bercés un peu par la bande-son des années 70. Elle écoutait beaucoup les Beatles, les Stones, Bob Dylan, Neil Young, pas mal de trucs un peu folk comme ça, Cat Stevens, enfin... donc déjà petit, il y avait beaucoup de musique à la maison, mais le vrai déclic, moi, ça a été quand j'ai découvert Elvis Presley. Je l'ai vu à la télé un jour quand j'étais môme, mais j'ai eu une claque, j'ai pris une claque et j'ai eu envie de faire du rock'n'roll. Vous aviez quel âge? C'est quand il est mort, donc je devais avoir 9 ans. Vous commencez par quel instrument? Moi, j'ai commencé tout de suite par la guitare électrique. Tout de suite par la guitare. Oui, parce qu'il avait une guitare. Moi, je voulais jouer de la guitare. Il avait une guitare électrique. Moi, j'ai eu un flash sur le rock'n'roll des pionniers, Chuck Berry, Eddie Cochran, enfin vraiment les premiers rockers. Et donc, moi, j'ai eu envie de faire comme le jeu de la guitare électrique. J'ai lu, mais comme on lit souvent n'importe quoi sur Internet, que au niveau solfège, vous étiez pas... Ah non, je sais pas du tout... si vous me donnez une partition et vous me laissez une semaine, j'arriverai peut-être à déchiffrer et me rendre compte que c'est au clair de la lune. Voilà, mais... Non, en fait, dans le rock'n'roll, on est... Alors, j'ai des copains qui savent lire la musique, j'ai des copains qui sont passés par une formation plus classique, on va dire. Enfants, qu'on fait du conservatoire, qu'on fait du solfège. C'est quelque chose, c'est un plus. Effectivement, c'est sûr que même s'ils s'en servent pas tous les jours, ils ont ce truc en plus qui est super. Moi, je suis incapable de lire le solfège. Par contre, ce que j'ai appris, c'est une certaine théorie musicale. Je connais les accords, ce qu'est un accord mineur, ce qu'est un accord majeur, septième, un accord augmenté. Voilà, les tonalités, les notes et tout ça. Mais je suis incapable de lire une partition. Et dans le rock'n'roll, ils sont pas nombreux à savoir le faire. Ah oui. Ah bah oui. Ouais. Bon, je pense que ni Keith Richards, ni Angus Young, ni Jimi Hendrix ne savaient lire de partition. Ah ouais. Ah non mais c'est voilà. Non mais l'air surpris moi qu'on a embêté avec le solfège pendant des années ou des jeunes qu'on embête. Quitte à presque c'est super, c'est démon le solfège, c'est génial. Non mais des fois c'est contre-productif sur certains enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, quand on alors les force, c'est vrai qu'il y a des mondes à qui on essaie de faire bouffer du solfège, de la dictée musicale et tout ça, alors que peut-être il y a des vocations de musiciens qui ont été avortées un peu trop tôt à cause de le côté un peu... puis ça dépend du prof qu'on a, ça dépend de l'apprentissage, enfin un peu comme tout. Hein. Je veux dire, c'est quand on est môme, moi, enfant à l'école, j'ai des profs qui m'ont fait adorer les mathématiques et puis l'année d'après, qui m'a fait détester les mathématiques. Alors,
fin des années 80, vous rejoignez FFF avec Marco Prince. Ouais. Cette rencontre, vous la faites comment ? On s'est rencontrés à Paris. C'était un petit milieu à l'époque d'une scène de musiciens qui avaient envie de faire justement des mélanges musicaux. C'était l'époque où on découvrait les Red Hot Chili Peppers, il y avait la Mano Negra, enfin il y avait un moment où les styles musicaux étaient vraiment en train de fusionner, ce qu'on a appelé d'ailleurs ensuite la fusion. Et moi j'étais plutôt guitariste de rock, Marco lui venait d'un background plutôt funk et soul, et donc on avait envie effectivement de mélanger ces trucs-là et de faire cette musique un peu hybride, et via des copains communs à Paris, on s'est rencontrés, on s'est tout de suite très bien entendus, on a commencé à répéter ensemble et puis ça a collé. On a bossé très très sérieusement pendant peut-être 3-4 ans avant que ça porte ses fruits, mais c'est-à-dire que dès le début on a décidé, on s'est rencontrés, on a dit on va monter un groupe et on va faire un disque et il faut que ça marche. Et ça a marché ? Ça a marché, oui, ça a marché dans le sens, effectivement. Alors, on n'a pas vendu des millions de disques et on remplit pas des stades. Mais en tout cas, oui, on a réussi à faire un premier album, à partir en tournée, à faire un deuxième album, à continuer. Et pendant toutes les années 2000, on a enchaîné, enfin les années 90, pardon, pendant 10-12 ans, on a enchaîné concerts, albums, tournées, albums, tournées, non-stop. Et c'était une espèce de dizaine d'années complètement dingue. Pendant ces 10 ans-là, vous jouez qu'avec FFF ? Alors, non, parce que j'ai fait d'autres trucs. J'avais un groupe avec mon frère aussi qui s'appelle Mud, avec lequel on a fait 2 albums. J'avais réalisé des disques aussi, produit des artistes comme Daran, un groupe qui s'appelle Ultra Orange, un autre chanteur qui s'appelle Tomahawk, enfin Camille Basse. En fait, il y avait des périodes où, effectivement, on n'était pas sur la route et ni en studio avec FFF. Il y a quand même des breaks. Et moi, dès que j'ai un break, je trouve quelque chose d'autre à faire, de côté boulimique. C'est ce que j'allais vous dire. C'est pour ça que je vous disais ça en introduction. Parce que j'adore ça. Moi, quand je travaille pas, je m'ennuie. C'est ça. C'est que vous êtes quand même un des artistes où vous avez 10 000 projets en même temps. Oui, mais quand je travaille pas, je m'ennuie. Alors... Oui, tant mieux, vous vivez de votre passion, mais c'était ça mon côté boulimique, c'était d'aller... Et du reste, on se retrouve, là on fait l'interview ensemble dans un magasin de musique qui s'appelle Music City, juste à côté de la salle du Crossroad Café. Bah oui, c'est sûr qu'on a garé la camionnette dis Crossroad, il y a un magasin de musique, et à chaque fois qu'on voit un magasin de musique, on est attiré comme des aimants, comme des papillons dans la lumière, et on vient regarder ce qu'il y a, et non, il y a ça. Alors, vous avez fait un dernier album en 2025 avec FFF. Oui. Si vous le voulez bien, on va écouter Il y a toi et on se retrouve juste après. Edonia Radio. J'aime pas qu'on me dise d'aller me coucher. J'aime pas qu'on lise dans mes pensées. S'il faut qu'on parle en toute honnêteté, je préfère rester seul que mal accompagné. J'aime pas qu'on me dise qu'il faut se lever, que l'avenir va commencer. Apparaître ou être à part, je planifie nos apartés. Ce que le
les rencontres d'Edonia Radio. Nous sommes toujours avec Yarol Poupeau. Donc, vous avez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, réalisé des albums pour d'autres, dont Daran. Vous êtes aussi, vous avez découvert des jeunes talents. Oui. Je pense aux Bébés Brunes. Oui, je continue. Ouais, je les ai pas découverts, les Bébés Brunes, mais c'est sûr que à une période au début des années 2000, avec Philippe Manœuvre, on organisait beaucoup de concerts qui s'appelaient les Rock'n'Roll Friday. Et c'était un moment où il y avait une espèce de génération spontanée à Paris, en tout cas, de mômes de 15-16 ans qui ont eu envie de prendre des guitares et de monter des groupes de rock. Donc il y a eu une scène absolument géniale de gamins qu'on a appelés ensuite les baby rockers, qui n'étaient pas si bébés que ça d'ailleurs. Enfin je veux dire 15-16 ans pour démarrer le rock'n'roll, c'est tout à fait un âge normal si on ne fait pas. Voilà. Oui, et donc effectivement dans toute cette scène de groupes avec lesquels qu'on faisait jouer, dont on s'occupait dans ces concerts. Un jour, on débarquait un groupe et on s'est dit, disons, ceux-là, ils ont un niveau un petit peu meilleur que les autres quand même. Et donc, c'était les Bébés Brunes. Vous avez réalisé un album pour les Bébés Brunes ou pas? Non, j'aurais bien aimé, mais non. Ça va peut-être venir, Adrien Gallo. Oui, pourquoi pas, ouais. Je sais pas s'il a besoin de moi, il se débrouille très bien tout seul, Adrien, mais... Quand vous réalisez des albums pour d'autres, qu'est-ce qui change dans votre façon de travailler? Qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait de réaliser un album pour un autre artiste? Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'essayer de comprendre là où l'artiste a envie d'aller, ce qu'il a besoin, ce qu'il a envie d'exprimer, en quoi je peux lui être utile, et si je peux l'aider à y voir plus clair et à amener ses idées là où il a envie que ce soit et même un peu plus loin, c'est ce que j'aime, ouais. Je suis pas, quand je réalise un disque, je suis pas avec une idée précise, mon son c'est comme ça se passe comme ça. Non, je fais vraiment un travail, je suis à l'écoute, c'est un échange, c'est un partage avec l'artiste. Et j'aime bien travailler justement avec des groupes, des artistes qui sont pas forcément dans le même... J'ai réalisé un disque il y a quelques années pour Gauvin Cers, par exemple, qui est pas du tout dans mon univers de rock'n'roll, mais on s'était parlé, il avait envie de faire un truc avec beaucoup de guitares acoustiques, avec voilà, donc on a passé un super moment et on était très contents du résultat de notre collaboration. Vous avez créé votre label dans le milieu des années 2000, oui, 2005, des années 2000, ouais. Donc il s'appelle Bonus Tracks. Pourquoi avoir voulu monter un label? Parce que effectivement, on s'est rendu compte que c'était compliqué. Il n'y avait pas beaucoup de. Alors, ça a un petit peu évolué depuis, parce qu'il y a de plus en plus. Bon, là, le monde de la musique a complètement changé. On pourra faire une autre interview en parlant de ça. Mais à l'époque, il y avait un petit peu les gros majors. Les grosses majors. Bon, alors les groupes de rock, c'était pas forcément ceux qui les intéressaient le plus. Et puis les labels indés, en général, c'était un peu des labels de punk ou de trucs ou de machin. Alors c'était pas non plus, on se reconnaissait pas forcément. Enfin, moi j'adore le punk et les trucs, mais c'était pas... Nous, c'était surtout à cette période où il y avait cette espèce de renouveau du rock. Et puis c'était bien d'avoir une société de production, de pouvoir justement monter une boîte et d'être indépendant pour sortir les disques que j'avais envie de sortir. C'était le fait, alors pareil, j'ai lu, vous allez me dire si c'est juste ou pas, d'enregistrer en one shot, que vous aimez le fait de ne pas passer des heures en studio et de prendre des premières prises. Encore une fois, ça dépend des artistes et des projets. Oui, c'est sûr que il y a un côté capter l'énergie d'un groupe qui joue tous ensemble en live dans la même pièce. C'est sûr que c'est pas pareil que si on fait d'abord tout bien nickel, la batterie, et puis après on fait la basse, après il faut que le groupe en soit capable, parce que ça veut pas dire qu'il faut qu'il joue mieux qu'un autre groupe, hein. Ça veut dire qu'il faut qu'ils jouent bien ensemble. C'est-à-dire que moi je sais qu'il y a des groupes que j'ai pu enregistrer en live qui jouent pas très bien, mais qui jouent tellement ensemble, qui ont tellement l'habitude d'être ensemble qu'ils forment ils ont leur son, ils ont leur truc avec tous les défauts qu'il peut y avoir, et c'est super. Et d'autres qui sont de très très bons musiciens, mais ça marche pas forcément tous ensemble. Donc là il y a un peu plus de travail pour ensuite faire des overdubs comme on dit, et puis c'est pareil. Donc il y a franchement là je travaille avec un groupe pendant pas longtemps qui viennent dans mon studio. J'ai monté un studio moi pas loin d'ici dans les Deux-Sèvres. Donc j'ai pas mal de groupes qui viennent travailler là-bas. Là par exemple il y a un groupe qui va venir. Là ils vont faire tout live. Et donc ça c'est super, donc j'attends de voir. Et puis par contre j'en ai fait un il y a pas longtemps, c'était le contraire, c'était un artiste qui était un peu tout seul, donc moi j'ai fait la batterie, après il a fait la basse, après on a refait la guitare. Il n'y a pas de formule miracle, c'est juste
de prendre du plaisir et de s'amuser. Vous dites que le monde de la musique a changé. Qu'est-ce qui a changé ? Et j'aimerais avoir votre regard aussi sur... là, on a fait l'interview très simplement. On vous a appelé, vous avez dit oui. Pas d'intermédiaire, tout se passe bien. C'est quasiment plus possible. Il y a ce côté-là aussi dans la musique qui a changé, l'entourage. Ça dépend pour qui. C'est sûr que moi, j'ai toujours essayé de rester simple, d'être accessible et d'être disponible pour parler de mon métier, pour rencontrer d'autres musiciens, d'autres groupes. Je suis curieux moi d'aller jouer dans des clubs comme à côté parce que j'aime ça, parce que j'aime faire des concerts, comme je vous disais depuis le début, j'aime mon métier. Faire un interview, vous parler, ça fait partie de mon métier aussi. Raconter mes histoires, ceux que ça peut intéresser qui vont écouter Edonia Radio. Voilà, j'espère que ça vous ennuie pas et que voilà. Donc oui, il y a tellement de choses. Déjà, ce qui a changé dans le monde de la musique. Alors là, le côté superstar qui veut pas faire d'interview et qui passe par des intermédiaires, il y en a toujours eu. Ça n'a pas changé. Il y a des gens qui se sentent à l'aise quand ils sont protégés derrière des trucs. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus accessibles. Ça a toujours été le cas. Dans les années 60 comme aujourd'hui. Non, ce qui a beaucoup changé dans la musique, c'est évidemment la manière de consommer la musique chez les gens. Moi, quand j'ai commencé, on faisait un disque, les gens, ils allaient au magasin acheter le disque, ils rentraient chez eux, ils écoutaient le disque, et puis si ça leur plaisait, peut-être ils prenaient une place pour aller voir le concert. Aujourd'hui, c'est complètement différent. C'est pour ça que je vous disais l'autre jour quand on faisait le petit interview, moi j'ai arrêté ce schéma du genre je fais un album et je fais une tournée, je fais un album et je fais une tournée. C'est un petit peu ce qu'on fait avec FFF parce que c'est une autre manière de fonctionner, mais en ce qui concerne mon projet, comme on dit, perso, je suis en tournée toute l'année et puis de temps en temps quand j'ai une bonne idée, là j'ai fait un nouveau morceau, je vais peut-être le sortir bientôt et puis si j'ai si j'ai du temps, je vais peut-être refaire un nouvel album, mais il y aura des concerts quand même avant, après, pendant. En fait, je sais que des disques, de toute façon, il y a très peu de chances pour que j'en vende autant qu'on en vendait à l'époque. Voilà, les disques physiques, j'entends. Voilà, c'est devenu un peu un objet de collection de fans. Là, par exemple, à côté, moi, on vient avec les vinyles qu'on a fait dans mon album, et là on les vend en direct aux gens, donc ça c'est cool parce qu'effectivement les gens, si ça leur a plu le concert, ils peuvent repartir chez eux avec le vinyle, ils l'écoutent ou ils l'écoutent pas après, mais voilà, en tout cas on a, donc ça c'est une manière de direct du producteur au consommateur, on va dire. Oui, c'est un circuit court. Voilà, un circuit court, exactement. Voilà la distribution de mes disques. Et puis après, les plateformes de streaming, Spotify et autres, c'est super que ça existe parce qu'on a la discographie du monde entier dans la poche et on a accès à des millions de titres. Voilà. Après, il y en a tellement qu'au bout d'un moment, on ne sait plus quoi écouter. On est un peu comme devant un buffet à volonté où on ne sait plus. Voilà. Donc, du coup, en fait, des fois, les gens se retrouvent à écouter tous la même chose, bizarrement, alors qu'il y a tellement de possibilités. Ouais, puis ça, après, il y a les réseaux sociaux qui viennent. Voilà, il y a les réseaux sociaux, il y a les trucs. Enfin bon, c'est une manière complètement différente. Le format d'album, moi, qui a été la manière, moi j'avais, quand j'étais môme, j'avais 10 albums chez moi, je les écoutais tous en entier, en boucle toute la journée, je les connaissais par cœur mes disques. Là aujourd'hui j'écoute une fois le truc, j'en écoute un autre et puis voilà. Donc à part certains disques, vraiment j'ai un coup de cœur que je réécoute en boucle. Et en général ceux-là je vais les acheter, je les écoute. Voilà, mais donc oui, ça complètement, et puis on va pas se mentir, avant en vendant... Nous, avec FFF, comme je vous disais, on vendait pas beaucoup de disques. On devait vendre à peu près entre 50 et 100 000 albums à chaque fois, ce qui nous permettait d'en vivre et d'en refaire un autre. Et voilà, là, on vend 50 000 albums aujourd'hui. Ouais, c'est plus possible. Mais je crois que Beyoncé, elle en a vendu 5 000, ils étaient hyper contents. Beyoncé, tu vois. Donc, voilà. Et le streaming, ça rapporte pas une thune. Donc, voilà, si on veut continuer à faire ce métier, il faut... mais en même temps, c'est bien, il faut sortir de chez soi, il faut aller répéter avec ses potes, il faut monter dans une camionnette et puis il faut aller se faire des concerts, monter sur scène. Et puis ça ne veut pas dire qu'on va gagner de l'argent, mais en tout cas, ça veut dire qu'à force de jouer, ça a toujours été le cas, cela dit. Mais bon, à force de jouer, de tourner et de faire des concerts, c'est comme ça qu'on apprend son métier, quoi. En 2012, vous accompagnez Johnny Hallyday, vous devenez le guitariste de Johnny. Ça a changé votre vie?
Ah oui, bah, évidemment, c'est sûr qu'il y a un avant et il y a un après dans ma carrière. C'était déjà, j'ai passé 7-8 ans avec lui, c'était une période fantastique, c'était génial de pouvoir être sur scène avec lui, dans ces scènes hallucinantes, le Stade de France, les Bercy, le Royal Albert Hall à Londres, enfin des trucs, tous les Zéniths, et puis de jouer ces chansons-là, parce que le répertoire était fantastique. En plus, j'avais la chance d'être directeur musical, donc c'était un peu moi qui donnais la direction. Il avait envie de revenir vers un show plus rock, un peu plus dur. Donc moi, ça m'allait très bien. Enfin, c'est pour ça qu'il m'avait choisi d'ailleurs. Et le répertoire était fantastique. Déjà, bon, alors, il y a des grandes chansons de Johnny qui ont été écrites, que ce soit les chansons de Goldman, les chansons de Berger, qui sont des chansons fantastiques. Et puis, toute une partie du répertoire qui étaient des chansons que moi, je jouais depuis que j'étais môme, des adaptations en français de morceaux des Stones, de Chuck Berry, de trucs d'Eddie Cochrane, de rock'n'roll, de Creedence Clearwater Revival. Enfin, donc, jouer quand même des morceaux de Chuck Berry que moi, j'avais appris quand j'étais môme, qui était mon guitariste préféré quand j'avais 12 ans, me retrouver 30 ans plus tard, aller jouer au stade, c'était là genre, mais ça, ce truc-là, je l'ai appris quand j'étais môme dans la chambre et maintenant je le joue. Donc, oui, c'était absolument fantastique. Vous avez sorti un album Fils de personne en hommage à Johnny. Oui, complètement. Bah, effectivement, après sa disparition, j'ai eu envie de faire ça. C'est un album que justement, alors là, j'ai fait tout seul. J'ai fait tous les instruments, les prises de son, le mixage, tout chanté, tout seul. Il y a juste la photo, j'ai pas fait la photo et le mastering aussi, j'ai pas fait. Mais donc oui, j'ai tout fait tout seul. C'était une manière, moi, effectivement, de lui rendre hommage, de me faire plaisir aussi en allant fouiller dans son répertoire des morceaux un peu moins connus que j'avais vraiment envie de jouer, qui me correspondaient au niveau de mon identité, puis vocalement aussi, parce que je pouvais pas tout chanter. On n'a pas les mêmes cordes vocales, on va dire. Donc oui, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur ce disque et à me plonger là-dedans. Et vu que j'étais tout seul, j'avais un petit peu un côté un peu comme si on était tous les deux avec lui. Enfin voilà. Et puis je l'ai fait sans pression, je l'ai fait sans. Johnny, on peut vite tomber dans un espèce de penchant un peu variette sur des trucs. Moi, j'ai réalisé des disques qui étaient des hommages. Variette, j'aime pas ce mot, mais un peu plus mainstream, on va dire. J'ai réalisé un album hommage, On a tous quelque chose en nous, de Johnny, qui était super, mais avec, un petit peu le casting des émissions de télé, les Patrick Bruel, les Kenji Girac et tout, qui sont des gens super et tout, c'était très cool. Mais là, j'avais envie vraiment de faire un disque très brutal, très rock'n'roll, très, un peu, limite un peu punk, un peu hard. Oui, entre vous et lui, quoi. Voilà. Et vraiment me dire, ok, ça plaira à qui ça plaira, mais je vais y aller à fond, quoi. J'ai mis les boutons dans le rouge. On écoute un titre, mais je vous laisse le choisir de cet album. Oh, écoutons Voyage au pays des vivants. Et on se retrouve juste après. Jamais ce que j'ai fait.
Les rencontres d'Edonia Radio. Donc nous sommes toujours avec Yarol Poupeau. Alors moi j'ai une question. Vous avez attendu 2019 pour faire un album seul, sous votre nom, Yarol. Pourquoi avoir attendu si longtemps ? Écoutez, moi je suis un musicien de groupe. Moi j'ai toujours aimé les groupes, j'ai toujours aimé être avec mes potes, j'ai toujours aimé monter le concept de groupe de rock. Venez les gars, on monte un groupe, ouais si on faisait un groupe. J'avais pas du tout dans la tête cette envie d'être de carrière solo, j'aime pas ce titre. D'ailleurs, il y a mon nom sur le disque, mais vous allez voir ce soir, on est vraiment un groupe. Je l'avais jamais fait. Non mais malgré tout, l'album porte votre prénom. Oui, Donc mais je l'avais jamais fait. J'avais envie de chanter, j'avais envie de. Ça c'est peut-être aussi un truc. C'est peut-être Johnny qui m'a donné envie de ça aussi, de me retrouver en tant que frontman devant avec le micro et de m'y coller. J'avais chanté sur des disques effectivement avec Melville, mon frère, dans le groupe Mud. Mais j'étais à la batterie, j'étais un peu planqué derrière, j'étais pas le frontman, c'était un groupe. Là non, j'ai eu envie d'essayer, j'avais jamais fait. Donc moi je suis toujours curieux, j'ai envie de tester des trucs. Et alors ça vous plaît ? Je serais pas là sinon. Oui, ça me plaît, ça me plaît parce que là justement ce qu'on fait, comme je vous disais, on est en tournée toute l'année, on fait plein de clubs, on joue absolument sans aucune pression, sans aucun... On est là vraiment pour jouer, pour donner du plaisir aux gens, pour en prendre. On ne sait pas trop ce qu'on va jouer, on s'éclate, c'est très libre, c'est très, très fluide. On se regarde, tiens, on va jouer telle chanson-là, on va taper à pop. Enfin, je veux dire, il n'y a pas du tout de tension. Enfin, oui, c'est vraiment, on vient faire du rock'n'roll pour le plaisir de jouer et de donner du plaisir aux gens. On écoute Voodoo Love ? Allez ! Parce que c'est ma préférée. Ah bah voilà, j'adore Voodoo Love. Tiens, on pourra la jouer d'ailleurs ce soir.
rencontres d'Edonia Radio. Donc on se retrouve avec Yarol Poupeau. On va parler de votre dernier album, Hot Like Dynamite. Vous avez sur ce disque un duo avec le Rochelais Lescope. Oui. Donc comme on est à La Rochelle, Tout on va parler de Lescope. Ouais. Cette rencontre avec Lescope. Alors, pourquoi Lescope ? J'adore, on va l'appeler Mathieu. Voilà. Lescope, en fait, on s'est rencontrés, on a le même tourneur que FFF, Mathieu Lescope a le même tourneur que FFF, et il avait organisé cette boîte qui s'appelle Alias, avait organisé, comme ils font chaque année en général autour de Noël, un dîner avec tous les artistes pour lesquels ils travaillent. Et puis je me suis retrouvé à côté de Lescope, et on discute, et toi tu fais quoi, et moi tu fais quoi, tac tac tac, et ben moi je suis en train de travailler sur un nouvel album, mais toi j'aime bien t'écris des super paroles, ça te brancherait pas de venir travailler avec moi sur un titre? Ah bah si, bien sûr, avec plaisir, envoie-moi le morceau. Je lui ai envoyé, il a écouté, il a trouvé ça cool, il s'est vu, il est venu à la maison. On a travaillé ensemble, on s'est bien entendu, on a été dîner, on a bu des coups, on s'est revus, il est venu chez moi à la campagne, on a travaillé sur la chanson, on a même composé un autre titre ensemble sur l'album et on s'entend très très bien et c'était très 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 cool de bosser avec lui. Il y a un duo avec lui, mais il a écrit genre 3 textes je crois sur cet album. On écoute Comme la pluie. Allez. Et on se retrouve juste après. Edonia Radio.
Les rencontres d'Edonia Radio. Donc Yarol Poupeau, on est toujours avec vous. Le dernier morceau que vous avez sorti, c'est Tainted Love. Ouais. Pourquoi avoir repris ce vieux standard En fait, c'est un copain à Paris qui organisait une soirée années 80. Il voulait qu'on joue des morceaux des années 80. Alors bon, pourquoi pas. Donc on bosse un petit répertoire. Alors on fait un morceau des Cure, on fait Psycho Killer des Talking Heads, on fait un morceau des Clash. Et puis on fait cette chanson. Et alors en jouant cette chanson, en fait, je me rends compte que à la base, c'est pas du tout un morceau New Wave, c'est un vieux morceau de rhythm and blues qui avait été sorti par une nana qui s'appelle Gloria Jones dans les années 60. Et on a répété la chanson et on a trouvé une manière de la jouer, on s'est vraiment éclaté. Et ben je me suis dit, écoutez, voilà, on l'a joué, on a pris du plaisir à la jouer, autant l'enregistrer et la sortir alors à ce moment-là. Et avant de l'écouter, juste une dernière question. Vous avez des projets pour jouer accompagner d'autres artistes. Oui, on avait parlé de Johnny des Dutrons. Le prochain truc qui sort, non, les artistes, non. En fait, c'est pas vraiment mon job de faire ça, moi. J'ai accompagné Johnny et puis j'ai été guitariste sur une partie de la tournée des Dutrons père et fils. Mais vous vous rendez compte quand même que vous êtes quasiment le seul guitariste qui accompagne, par exemple, les Dutrons, on vient aussi voir les Dutrons pour voir Yarol Poupeau sur scène. C'est pour ça qu'ils m'ont viré au bout d'un moment d'ailleurs. Quand on parle de vous... mais je blague, ils m'ont pas viré. En fait, je remplaçais un ami qui était guitariste, Fred Chapelier. Tant mieux. Merci, c'est cool. Enfin, je crois qu'on venait voir quand même plus les Dutrons. Oui, mais on sait... Oui. On avait joué ici d'ailleurs, c'était super. Au Franco. Ouais, c'était dément le concert, c'était fantastique. Très beau souvenir. Là, le prochain truc qui sort, j'ai fait un premier EP avec des musiciens indiens qui viennent du Rajasthan. Oui, c'est ça, vous êtes parti en Inde, en voyage. Donc en fait, c'est des musiciens que j'ai rencontrés dans un festival pas très loin d'ici, d'ailleurs, à Confolens. Il y a un festival chez Kété qui est autour du 15 août, qui est un festival vraiment de culture du monde, de musique, de danse, de rencontres internationales, de plein d'artistes qui viennent du monde entier et c'est n'importe quoi. Parce que pendant une semaine, dans cette ville, il y a des Mexicains qui se retrouvent à jouer avec des mecs du Congo, qui rencontrent des mecs du Rajasthan pour, à la fin de la soirée, se trouver avec des mecs qui viennent de Macédoine. Il y a le monde entier qui se retrouve. Alors aujourd'hui, où on parle toutes les embrouilles qu'il y a dans le monde entier, j'espère que le Confolens, c'est un espèce de miracle, quoi. C'est-à-dire que là, tout le monde est là pour la musique, pour échanger, pour la culture, pour... c'est les marrants, ta trompette à toi. Alors les trompettes du Rajasthan, c'est pas les mêmes trompettes qu'en Macédoine. Alors ils sont là, mais comment... et tout ça, il y a absolument aucune... tout le monde est ensemble pour autour de la même passion. La même passion. Alors il y a des embrouilles de temps en temps parce qu'il peut y avoir le Turc qui a essayé de draguer la Chilienne. Bon, c'est arrivé, voilà. Et le mec de la Chilienne, il a voulu casser la gueule au Turc. Mais bon, ça c'est pas très... ça c'est la vie. C'est la vie, voilà, c'est l'amour. Et donc j'ai rencontré ces musiciens du Rajasthan avec qui on a vraiment sympathisé et puis musicalement il s'est passé un truc assez dingue. Donc ils sont venus dans mon studio dans les Deux-Sèvres encore une fois, on a enregistré cet été là plusieurs titres et ça va sortir là, on est parti en Inde tourner un clip et faire des concerts avec eux, c'était dément. Et donc ça s'appelle Rajasonic. Avec mon ami Victor Mécanique, avec lequel je collabore très souvent. Il a travaillé justement sur mon album Hot Like Dynamite. Il y a un duo avec lui. Et puis il a bossé un petit peu avec FFF aussi au niveau de l'écriture. Enfin. En attendant que ça sorte, on se quitte avec Tainted Love. Allez. Et merci Yarol. Merci à vous. Share
Edonia Radio.